C'est un paradoxe cruel et universel. Plus vous tentez de le retenir, plus vous cherchez à combler cet espace par des messages insistants, des attentions forcées, des questions incessantes sur son emploi du temps, et plus il semble s'échapper, comme une ombre fuyante dans les ruelles pavées d'un quartier parisien un soir de brouillard. Vous vous accrochez de toutes vos forces et il glisse entre vos doigts. Vous courez après et il prend ses distances avec une célérité déconcertante. C'est une danse macabre que beaucoup connaissent intimement, mais dont peu, très peu, comprennent la chorégraphie secrète, les mouvements inconscients qui la régissent. Aujourd'hui, nous allons briser ce cycle infernal. Je ne vous proposerai pas de tactiques de manipulation superficielle pour le faire revenir, ni de jeux d'esprit éphémères. Non, ce que je vous offre est bien plus profond, plus durable. Je vais vous montrer comment réactiver en vous une souveraineté émotionnelle si magnétique, si authentique, qu'elle redéfinit non seulement votre relation à l'autre, mais surtout votre relation à vous-même. Vous allez enfin comprendre ce mécanisme psychologique profond, souvent ancré dans nos expériences les plus anciennes, qui vous pousse, sans que vous le sachiez, à répéter les mêmes schémas relationnels. Et surtout, comment le désamorcer définitivement pour retrouver une confiance en soi inébranlable, une légèreté d'être, une joie de vivre que vous pensiez peut-être avoir perdue à jamais. Imaginez un instant, ne plus être celle qui attend fébrilement un signe, mais celle qui choisit avec une aura si tranquille et puissante qu'elle transforme l'éloignement non pas en une blessure, mais en un catalyseur de votre propre force intérieure. C'est un chemin vers la liberté, loin des chaînes de l'incertitude. C'est une exploration audacieuse des profondeurs de l'âme humaine, un voyage fascinant au cœur de nos motivations les plus secrètes, guidé par les lumières intemporelles de Sigmund Freud, le maître incontesté de notre inconscient. Sa pensée, loin des caricatures ou du jargon abscon, nous offre une clé essentielle pour déverrouiller ce mystère, la façon dont nos réactions instinctives, souvent héritées de nos expériences les plus primaires, de nos premières interactions, dictent nos comportements amoureux et nos réponses face à l'éloignement. Il ne s'agit pas ici de psychologie de comptoir ou de conseils éphémères, mais d'une vérité brute, parfois inconfortable, sur ce qui nous pousse véritablement à agir, à nous lier, à nous détacher, et surtout, sur la manière de reprendre le contrôle de notre propre récit, de notre propre valeur intrinsèque, sans dépendre du regard ou de l'attention de l'autre. Si cette promesse résonne déjà en vous, si vous sentez au fond de vous que quelque chose est sur le point de changer, que cette vidéo pourrait bien être le déclic tant attendu, alors je vous invite à faire partie de cette communauté qui cherche la clarté et la vérité. C'est un simple geste, mais il est puissant. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la pensée de Freud et activez la petite cloche de notification. C'est une forme de réciprocité, un engagement mutuel à recevoir des contenus qui, je vous le promets, ont le pouvoir de faire basculer votre perspective, de vous offrir cette clarté que vous cherchez désespérément. C'est notre pacte pour une vie plus consciente, plus sereine, où votre valeur n'est plus négociable. Dans les minutes qui suivent, nous allons décortiquer ensemble les signes subtils qui trahissent cette dynamique de fuite, ces erreurs que l'on commet sans même s'en rendre compte, souvent par amour, mais qui nous éloignent du résultat désiré. Nous allons plonger dans le mécanisme psychologique que j'ai nommé le principe du souffle retenu. Une vérité simple mais dévastatrice qui change absolument tout à votre approche. Puis, je vous dévoilerai une série de micro-actions concrètes, des clés pratiques pour transformer cette attente douloureuse en une force intérieure inébranlable, une posture qui vous rendra indéniablement plus attractive. Et attendez le plus important. À la fin de cette vidéo, je vous confierai une phrase ancre, un mantra puissant à adopter au quotidien et un rituel simple de 21 jours. Un rituel qui est bien plus qu'une simple habitude. C'est une véritable transformation profonde, un chemin vers votre souveraineté. Restez jusqu'au bout, car ce secret ne sera révélé qu'à la toute fin, après avoir préparé le terrain pour qu'il prenne toute sa signification. Ce que j'ai appelé le principe du souffle retenu n'est pas une simple formule,
mais une vérité psychologique profonde, une mécanique inconsciente qui se déclenche en nous face à l'incertitude amoureuse. Imaginez un instant que l'attention et l'affection de l'autre soient comme une flamme vacillante. Lorsque cette flamme semble s'éloigner, notre réflexe instinctif, presque pavlovien, est de retenir notre souffle. Nous nous raidissons, nous nous crispons, et nous tentons désespérément de souffler dessus pour la raviver, pour la maintenir en vie. Mais ce faisant, nous ne faisons qu'étouffer l'air, qu'épuiser notre propre oxygène. Et paradoxalement, nous créons un vide qui, au lieu d'attirer, repousse. Ce souffle retenu, c'est cette tension invisible, cette pression que nous exerçons sans le vouloir. Cette peur panique de la perte qui nous pousse à agir d'une manière qui contredit notre désir profond. C'est comme vouloir attraper l'eau d'un fleuve. Plus vous serrez les mains, plus elle vous échappe. Freud, avec son regard acéré sur les profondeurs de l'âme, aurait vu dans ce comportement une manifestation de nos angoisses archaïques, de nos peurs d'abandon, souvent réactivées par des schémas relationnels passés. Il ne s'agit pas d'un défaut de caractère, mais d'une réaction humaine, presque animale, face à une menace perçue. Vous avez déjà senti cette morsure, ce vide qui s'installe quand celui que vous désirez s'éloigne. Ce paradoxe, cette danse macabre entre l'attraction et la fuite, est au cœur de ce mécanisme. C'est une histoire que l'on retrouve dans les cafés parisiens, sur les quais de la Seine, dans les confidences échangées autour d'un verre de vin entre amis. L'histoire de Clara, une jeune femme brillante qui travaillait dans une maison d'édition du quartier latin. Elle avait rencontré Marc, un architecte indépendant au charme discret. Au début, tout était fluide, léger, comme une promenade un dimanche au jardin du Luxembourg. Puis petit à petit, Marc a commencé à être moins disponible, ses messages se sont espacés, ses propositions de rendez-vous sont devenues plus rares. La petite musique d'incertitude s'est mise à tourner en boucle dans l'esprit de Clara. Elle se sentait cette morsure, ce vide. Au lieu de prendre du recul, elle a intensifié ses efforts. Elle lui envoyait des articles intéressants, des photos de concerts qu'il pourrait voir, des invitations pour des expos d'art contemporain à Beaubourg. Elle se rendait plus disponible, annulait des plans pour être libre s'il appelait. Chaque silence était interprété comme un signe de désintérêt, chaque réponse courte comme une preuve de son éloignement. Elle retenait son souffle, attendant, espérant, essayant de contrôler un courant qui lui échappait. Ce qu'elle n'avait pas compris, c'est que plus elle s'activait pour combler le vide, plus elle le creusait. Elle ne laissait aucune place au désir de Marc de revenir vers elle, aucune opportunité pour lui de ressentir son absence. Le premier signe que vous êtes sous l'emprise de ce principe du souffle retenu est la suranalyse compulsive. C'est cette tendance à décortiquer chaque mot, chaque silence, chaque emoji envoyé ou non envoyé. Vous vous surprenez à rejouer mentalement des conversations entières, à chercher des indices cachés dans ces réseaux sociaux, à demander l'avis de toutes vos amies, transformant votre cercle intime en un comité de crise pour déchiffrer le moindre geste. Vous ressentez cette boule au ventre, cette anxiété qui ne vous quitte plus, cette sensation d'être constamment sur le qui-vive. Votre téléphone vibrant pour tout sauf pour son nom, ou pire, ne vibrant pas du tout. Comment percevez-vous cela en vous ? C'est le sentiment d'être une détective privée de votre propre vie amoureuse, toujours à la recherche d'une preuve, d'un signe qui vous rassurerait. C'est l'incapacité à vous concentrer sur autre chose. Le travail, les amis, vos passions, tout semble pâle et insignifiant face à cette obsession. Vous vous sentez épuisé, vidé, comme si une partie de votre énergie était constamment aspirée par cette quête sans fin. L'action immédiate, la micro-action pratique que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui est simple mais radicale. L'arrêt conscient de l'enquête. La prochaine fois que vous sentez cette impulsion irrésistible d'analyser, de scruter, de chercher des réponses, prenez une profonde inspiration. Expirez lentement et redirigez consciemment votre attention vers une tâche concrète, quelque chose qui exige votre présence totale. Préparez un bon café, lisez un chapitre de votre livre préféré, promenez-vous dans votre quartier, observez les passants, les détails de l'architecture haussmannienne.
Écoutez une musique qui vous transporte. L'idée n'est pas de nier ce que vous ressentez, mais de refuser de laisser cette obsession prendre le contrôle de votre esprit. C'est un acte de résistance, un petit pas vers la reprise de votre souveraineté. Et ce n'est que le début. Il y a un détail crucial que presque personne ne saisit dans cette dynamique d'éloignement, un élément qui peut tout changer. Je vous le montre juste après. Mais avant cela, je dois vous rappeler que la phrase ancre et le rituel de 21 jours, qui sont la clé de cette transformation, vous attendent à la fin de cette vidéo. Ne partez pas. Ce détail que vous avez probablement ressenti sans jamais le nommer est ce que j'ai appelé la surcompensation émotionnelle. C'est l'erreur subtile, presque invisible, qui sabote vos intentions les plus pures. Lorsque l'autre s'éloigne, notre instinct primaire nous pousse à combler le vide. Nous pensons que si nous donnons plus, si nous aimons plus fort, si nous nous rendons plus indispensables, l'autre reviendra. C'est comme vouloir éteindre un feu avec de l'essence, ou vouloir remplir un puits sans fond avec une petite tasse d'eau. Vous déversez votre énergie, votre temps, votre affection, espérant que cette profusion forcera le retour, réactivera le désir. Mais paradoxalement, cette tentative de combler le vide ne fait que l'agrandir, le rendre plus palpable. Et surtout, elle supprime l'espace nécessaire à l'autre pour ressentir votre absence, pour désirer votre présence. Comment cela se manifeste-t-il dans votre quotidien? Vous vous surprenez à être constamment celle qui initie le contact, celle qui propose les sorties, qui envoie le premier message le matin et le dernier le soir. Peut-être faites-vous des efforts démesurés pour lui faire plaisir. Vous pliez-vous en quatre pour ses moindres désirs. Annulez-vous vos propres engagements pour être disponible au cas où il déciderait de vous contacter. Vous devenez une sorte de concierge émotionnel, toujours à l'affût de ses besoins, oubliant les vôtres. Vous sentez cette fatigue sourde, ce poids sur les épaules, cette impression de tirer une charrette à vous seul. Chaque message sans réponse, chaque « je suis occupé » devient une petite piqûre, une confirmation que vos efforts sont vains, que vous n'êtes pas assez ou trop. C'est une danse épuisante, où vous donnez tout et recevez des miettes, ou pire, du silence. Vous vous sentez comme ces commerçants des petites rues de Montmartre qui tentent de vendre leurs toiles aux passants pressés. Plus ils insistent, plus les gens détournent le regard, cherchant l'authenticité ailleurs. L'action immédiate pour désamorcer cette surcompensation émotionnelle est de pratiquer le désinvestissement sélectif. Non pas l'indifférence feinte, mais un retrait conscient de l'énergie que vous investissez sans retour. Choisissez un domaine où vous avez l'habitude de surinvestir, l'envoi systématique de messages, la planification de toutes les activités, la résolution de ces problèmes et décidez de ne plus être la première à agir. Laissez un espace, un silence. Ce n'est pas un jeu de pouvoir, mais une invitation à la réciprocité. Si vous êtes toujours celle qui tend la main, l'autre n'aura jamais l'occasion de tendre la sienne. C'est un acte de courage, car il confronte la peur du vide, la peur de l'abandon. Mais c'est aussi un acte de respect envers vous-même, une affirmation silencieuse de votre propre valeur. Permettez à l'autre de ressentir votre absence, de se demander où vous êtes. Ce que vous faites, c'est dans ce vide que le désir peut renaître, non pas par manipulation, mais par l'émergence naturelle d'un manque. Ce n'est pas facile, je le sais. Revenir à soi, c'est parfois affronter des peurs profondes. Mais chaque fois que vous choisissez de rediriger cette énergie vers vous-même, vers vos passions, vos amis, votre travail, vous renforcez votre propre centre. Vous devenez un pôle d'attraction, non pas par la force de votre insistance, mais par la puissance tranquille de votre autonomie. Et c'est là que réside une part essentielle de la véritable confiance. Si cette idée de reprendre le contrôle de votre énergie résonne en vous, si vous sentez que c'est le moment de lâcher ce fardeau, écrivez « lâcher » dans les commentaires. Je lis chacun de vos messages et je réponds à ceux qui expriment le mieux cette prise de conscience, cette virada intérieure. Mais il y a une troisième erreur, un piège encore plus insidieux, qui est la conséquence directe de la suranalyse et de la surcompensation, la négociation silencieuse de votre valeur. C'est le moment où, sans même vous en rendre compte,
vous commencez à compromettre vos propres limites, vos besoins, vos désirs pour maintenir une connexion qui semble s'effilocher. Vous vous retrouvez à accepter des miettes d'attention, à justifier des comportements inacceptables, à minimiser votre propre souffrance. Vous changez vos plans à la dernière minute. Vous acceptez des excuses bancales. Vous vous contentez de moins, toujours moins, de peur de tout perdre. C'est comme une œuvre d'art précieuse que l'on commence à restaurer maladroitement, en masquant les défauts au lieu de consolider sa structure. Freud aurait vu là une manifestation de la fameuse compulsion à la répétition. Cette tendance inconsciente à rejouer des scénarios douloureux, à chercher la validation là où nous avons connu le manque. Comment reconnaissez-vous cette négociation silencieuse en vous? C'est ce sentiment lancinant d'être invisible, d'être une option plutôt qu'une priorité. C'est quand vous vous surprenez à dire « ce n'est pas grave » alors que votre cœur se serre, ou « je comprends » alors que vous bouillonnez intérieurement. Vous ressentez une dissonance entre ce que vous valez et ce que vous acceptez, une petite voix qui vous chuchote que vous méritez mieux, mais que vous ignorez par peur. C'est cette impression de vous diluer, de perdre un peu de votre essence, comme si vous étiez une pâtisserie fine parisienne, pleine de saveurs uniques, mais que vous vous forciez à devenir un simple pain pour plaire à un palais qui ne sait pas apprécier votre complexité. L'action immédiate, la micro-action essentielle pour contrer cette érosion, est de pratiquer le rétablissement d'une limite claire. Identifiez une seule chose, une seule limite que vous avez laissé franchir ou que vous avez compromise. Il peut s'agir de votre temps, de votre intégrité, de la manière dont on vous parle, de la régularité des contacts. Et décidez fermement mais calmement de ne plus accepter ce compromis. Cela ne signifie pas une confrontation agressive, mais une affirmation intérieure de votre droit au respect. C'est un engagement envers vous-même, un acte de restauration de votre souveraineté. C'est dire non à ce qui vous diminue pour dire oui à ce qui vous élève. C'est la première brique d'un mur solide que vous construisez autour de votre estime de soi. Et c'est précisément ce mur qui va changer la donne. Car la plupart des conseils que l'on vous donne échouent lamentablement. Non pas parce qu'ils sont totalement faux, mais parce qu'ils ne touchent pas à la racine du problème. Ils ne comprennent pas comment le principe du souffle retenu déforme toute la dynamique. Je vais vous expliquer pourquoi ces stratégies habituelles ne fonctionnent pas ici en France et comment le mécanisme que nous explorons ensemble change absolument tout. Mais rappelez-vous bien, la phrase ancre, cette déclaration puissante et le rituel quotidien de 21 jours vous attendent à la fin de cette vidéo. Ils sont la clé pour ancrer ces changements durablement. La plupart des conseils que l'on vous donne, surtout dans une culture comme la nôtre, où l'art de la séduction est souvent teinté de subtilité et de non-dit, vous poussent à adopter des stratégies superficielles. On vous dit de jouer l'indifférente, de faire la morte, de créer de la rareté artificielle. On vous encourage à ne pas répondre tout de suite, à vous montrer occupé, à cultiver un certain mystère. Mais ces tactiques, aussi séduisantes soient-elles en apparence, ne sont souvent que des masques. Elles ne s'attaquent pas à la véritable anxiété qui vous pousse à les utiliser. C'est une façade, un rôle que l'on joue, et l'autre, inconsciemment, le ressent. C'est comme essayer de cacher une fissure profonde dans un mur haussmannien avec une belle tapisserie. Le problème est toujours là, sous la surface, et il finira par réapparaître. Le principe du souffle retenu est si puissant qu'il sabote ses efforts dès le départ. Si vous jouez l'indifférence tout en retenant votre souffle, en attendant fébrilement sa réaction, cette tension intérieure se transmet. Votre corps, votre énergie trahissent votre véritable état. Vous n'êtes pas dans l'autonomie, mais dans l'attente déguisée, dans la manipulation. Et personne n'est véritablement attiré par la manipulation, même la plus subtile. Imaginez une femme dans un salon littéraire parisien, tentant de paraître désintéressée alors que son regard ne cesse de glisser vers l'homme qu'elle convoite. Son je ne sais quoi n'est plus un mystère charmant, mais une tentative transparente, une danse forcée. Le principe du souffle retenu nous montre que la véritable attraction ne vient pas du jeu, mais de l'authenticité profonde. Elle naît de l'espace que vous créez, de la confiance que vous inspirez, de la
non pas par une absence calculée, mais par une présence pleine et entière à vous-même. Quand vous arrêtez de retenir votre souffle, quand vous lâchez la suranalyse et la surcompensation, quand vous rétablissez vos limites, vous vous reconnectez à votre propre centre de gravité. Vous n'êtes plus une flamme vacillante que l'on tente de raviver à tout prix, mais un feu stable et rayonnant. C'est une posture de souveraineté, celle d'une personne qui sait ce qu'elle vaut, qui n'a pas besoin de la validation extérieure pour exister. Et cette souveraineté, elle est intrinsèquement magnétique. Elle ne repousse pas, elle attire. Elle ne cherche pas à combler un vide, elle crée un plein qui irradie. Prenons l'exemple d'Étienne, un jeune homme, la trentaine, développeur web à Lyon, passionné de musique électronique et de randonnée dans les Alpes. Il avait cette fâcheuse habitude de chasser ses conquêtes avec une énergie débordante. Dès qu'une femme lui plaisait, il déployait des trésors d'ingéniosité. Messages quotidiens, cadeaux inattendus, propositions de week-end romantiques. Il pensait que plus il montrait d'intérêt, plus il serait apprécié. Mais il se retrouvait souvent dans la friend zone où voyait les femmes s'éloigner, étouffées par son intensité, comme un plat trop riche dans un restaurant étoilé. Il était sous l'emprise du principe du souffle retenu, retenant son souffle, en attendant une réciprocité qu'il tentait désespérément de forcer. Un jour, après une rupture particulièrement douloureuse, il est tombé sur l'une de nos analyses de la pensée freudienne. Il a commencé à comprendre que son insistance n'était pas un signe d'amour inconditionnel, mais de peur de l'abandon, de la solitude. Il a décidé de changer radicalement. Au lieu de surcompenser, il a commencé à investir cette énergie dans ses propres passions, dans ses amis, dans des projets personnels qui le nourrissaient. Il a appris à savourer son propre temps, à ne plus faire de la disponibilité de l'autre le baromètre de son propre bonheur. Il s'est mis à composer de la musique plus assidûment, à organiser des soirées avec ses amis sans arrière-pensée, juste pour le plaisir d'être ensemble. Il a rétabli des limites claires, n'acceptant plus les retards chroniques ou les annulations de dernière minute sans explication. Ce n'était pas une indifférence feinte, mais une authenticité retrouvée, une intégrité personnelle qu'il avait trop longtemps négligée. Il ne cherchait plus à avoir quelqu'un pour se sentir complet, mais à être quelqu'un pleinement. Le résultat ? Non seulement il a retrouvé une joie de vivre profonde, une paix intérieure qu'il n'avait pas connue depuis des années, mais les dynamiques relationnelles autour de lui ont changé du tout au tout. Les femmes qu'il rencontrait étaient attirées par son calme, son assurance tranquille, cette énergie qui ne demandait rien, mais qui offrait beaucoup. Il n'avait plus besoin de courir après qui que ce soit. Il était simplement là, entier, autonome, comme un chêne majestueux au milieu d'une clairière. Il a fini par rencontrer Sophie, une artiste peintre à l'esprit libre, sensible et indépendante. Leur relation s'est construite sur une base de respect mutuel et d'attraction naturelle, sans le poids de l'attente ou la peur de l'éloignement. C'était une transition de la carence à l'abondance, de la réaction à la direction émotionnelle. Pour vous, dès aujourd'hui, je vous propose une micro-outil simple, mais incroyablement puissante, la règle des 3 secondes. Lorsque vous ressentez l'impulsion de réagir immédiatement à un message, à une absence, à une situation qui vous met en tension, ne faites rien pendant 3 secondes. Laissez le message s'afficher, laissez le silence s'installer, laissez l'émotion monter. Utilisez ces 3 secondes pour prendre une profonde inspiration et vous rappeler que votre valeur n'est pas en jeu, qu'elle ne dépend pas de cette interaction. Ce petit délai, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, crée une micro-rupture dans le principe du souffle retenu. Il vous donne le pouvoir de choisir votre réponse plutôt que de réagir instinctivement sous l'emprise de l'anxiété. C'est un micro-acte de souveraineté, un pas vers la liberté. Et ce n'est qu'un avant-goût, une esquisse de ce qui est possible. Ce que nous avons exploré jusqu'à présent est essentiel pour comprendre les mécanismes profonds. Mais la véritable transformation, la clé pour ancrer cette souveraineté de manière inébranlable dans votre quotidien, réside dans la phrase ancre et le rituel de 21 jours. Ces 2 éléments, que je vous révélerai dans les toutes dernières minutes de cette vidéo, sont conçus pour vous propulser
vers une confiance que rien ni personne ne pourra ébranler. Ils sont la culmination de cette exploration, le couronnement de ce voyage intérieur. Alors, êtes-vous prête à découvrir comment non seulement changer la dynamique de vos relations, mais surtout redéfinir votre propre puissance intérieure pour toujours et ne plus jamais retenir votre souffle? Mais cette souveraineté, cette capacité à respirer pleinement sans retenir son souffle, elle ne vient pas sans un certain courage, car elle vous confronte à une vérité inconfortable, la peur de perdre ce que l'on pense déjà posséder ou du moins contrôler. Beaucoup se demandent « et si, en lâchant prise, je le perdais définitivement? Et si, en me désinvestissant sélectivement, il ne revenait jamais ?» C'est une question légitime, une angoisse profonde qui nous pousse à nous accrocher, même à ce qui nous fait souffrir. Mais c'est précisément là que réside le paradoxe le plus puissant. La peur de la perte engendre souvent la perte elle-même. En vous accrochant, vous signalez une dépendance, une anxiété qui, loin d'attirer, crée une pression insoutenable. Comme ces touristes qui, sur le pont des Arts, veulent ajouter leur cadenas à ceux déjà innombrables, espérant sceller un amour éternel. Mais un amour véritable n'a pas besoin d'être enchaîné. Il se nourrit de liberté. Ce que le principe du souffle retenu vous révèle, c'est que la véritable connexion, celle qui dure, ne peut naître que d'un espace de liberté mutuelle, non d'une tentative désespérée de combler un vide. Lorsque vous cessez de vous définir par le regard de l'autre, lorsque vous vous autorisez à exister pleinement, avec vos passions, vos projets, votre propre lumière, vous devenez un phare. Vous n'êtes plus une petite flamme tremblante qui a besoin d'être alimentée, mais une source d'énergie stable et autonome. Les conséquences de ce changement sont profondes. Ce n'est pas seulement une nouvelle tactique relationnelle, c'est une refonte de votre identité, une réaffirmation de votre valeur intrinsèque qui ne dépend plus des allées et venues d'une autre personne. Ce processus de transformation, qui vous libère de la compulsion à la répétition des schémas douloureux, commence par une prise de conscience brutale mais salvatrice. Votre valeur n'est pas négociable. Elle n'est pas un prix qui fluctue en fonction de l'attention que l'on vous porte. Elle est inhérente, inaltérable. C'est comme le marbre d'une sculpture de Rodin. Sa valeur est dans sa matière, dans le travail de l'artiste, pas dans l'admiration du public. Le regard extérieur peut la sublimer, mais ne la crée pas. Et c'est en vous réappropriant cette vérité fondamentale que vous commencez à émettre une énergie différente. Une énergie de choix, non de supplication. De présence, non d'attente. Le quatrième signe que vous êtes en train de reprendre le contrôle, que vous êtes en train de désamorcer le principe du souffle retenu, est le retour à l'alignement personnel. C'est le moment où vous commencez à réinvestir consciemment dans ce qui vous nourrit, ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer, indépendamment de l'autre. Vous cessez de mettre votre vie en pause, d'attendre un signal, une invitation, une validation. Vous vous reconnectez à vos amis, à vos projets, à vos hobbies, à votre développement personnel. Vous vous autorisez à vivre pleinement, à faire de nouvelles rencontres, à explorer de nouveaux horizons. Comment percevez-vous cela en vous? C'est une sensation de légèreté retrouvée, un regain d'énergie. Vous vous surprenez à sourire plus souvent, à vous sentir plus centré, moins agité. Les moments de solitude ne sont plus vécus comme un vide angoissant, mais comme une opportunité de réflexion, de création, de ressourcement. Vous retrouvez le plaisir de vous préparer, non pas pour l'autre, mais pour vous-même, pour le simple fait de vous sentir bien dans votre peau. Vous vous sentez à nouveau comme une artiste au cœur de Paris, peignant pour le pur plaisir de l'expression sans se soucier du regard des acheteurs potentiels. Votre joie de vivre ne dépend plus d'un appel ou d'un message, elle émane de l'intérieur. L'action immédiate, la micro-action pratique à mettre en œuvre dès aujourd'hui est de planifier consciemment un rendez-vous avec vous-même. Bloquez un créneau dans votre agenda, ne serait-ce qu'une heure, et consacrez-le entièrement à une activité qui vous fait du bien, qui vous nourrit, qui vous passionne, sans aucune contrainte ni attente de résultat. Que ce soit lire un bon livre, visiter une exposition, cuisiner votre plat préféré, faire du sport, méditer ou simplement flâner dans un parc. L'important est que ce soit un moment sacré,
dédié à votre bien-être, à votre croissance personnelle. C'est un acte d'amour-propre, un message puissant que vous vous envoyez à vous-même. Je suis ma propre priorité. Chaque rendez-vous réussi renforce votre alignement personnel et affaiblit l'emprise du principe du souffle retenu. C'est une étape cruciale pour transformer votre vie et ce n'est qu'une des nombreuses clés. Vous êtes en train de comprendre que la véritable magie réside dans la reconquête de votre espace intérieur. Et c'est cette reconquête qui, paradoxalement, peut transformer la dynamique avec l'autre, non pas parce que vous l'avez manipulé, mais parce que vous l'avez invité à une nouvelle danse, une danse d'égal à égal. C'est un chemin qui demande de la persévérance, mais les récompenses sont incommensurables. Et rappelez-vous que la phrase ancre et le rituel de 21 jours qui vous donneront les outils pour ancrer ces changements pour de bon vous attendent à la fin de cette vidéo. Nous sommes presque là, et ce qui va suivre va tout sceller. Le véritable pouvoir de la reconquête de votre espace intérieur, c'est qu'il ne s'agit plus de jouer un rôle, mais d'incarner une vérité. L'autre, inconsciemment, le ressent. Il perçoit cette nouvelle aura, cette force tranquille qui n'a plus besoin de sa validation pour briller. C'est comme la fragrance d'un parfum rare que l'on ne force pas sur les gens. Elle se diffuse naturellement, et ceux qui sont réceptifs s'en approchent d'eux-mêmes. Quand vous cessez de retenir votre souffle, ce n'est pas seulement que vous respirez mieux, c'est que vous projetez une énergie de complétude, d'autonomie, qui est par essence profondément attirante. Le principe du souffle retenu ne se désamorce pas par des artifices, mais par une transformation de votre état d'être. Il est naturel de se demander « Et si en me retirant je le perdais pour de bon ?» C'est une angoisse légitime, celle qui nous pousse à nous accrocher coûte que coûte. Mais c'est une illusion. Ce que vous risquez de perdre, ce n'est pas un amour authentique, mais une dynamique de dépendance, un scénario où votre valeur est constamment remise en question. Le véritable amour, la vraie connexion, ne peuvent s'épanouir que dans la liberté. Si votre absence ne suscite aucun manque, aucune interrogation, c'est que le terrain n'était pas fertile pour une relation équilibrée, ou que l'autre n'était pas prêt à reconnaître votre valeur intrinsèque. C'est une vérité brutale, mais nécessaire à entendre. Vous ne perdez rien qui valait la peine d'être conservé en vous choisissant. Au contraire, vous vous offrez la possibilité d'attirer ce qui est juste et aligné avec qui vous êtes vraiment. C'est pourquoi comprendre ces mécanismes freudiens et appliquer ces micro-actions est fondamental. Mais pour sceller cette transformation, pour l'ancrer durablement dans votre quotidien et faire en sorte que cette souveraineté devienne votre seconde nature, il vous faut plus qu'une simple prise de conscience. Il vous faut un guide, un fil d'Ariane, une méthode concrète et répétable. C'est précisément ce que la phrase ancre et le rituel de 21 jours vont vous apporter. Ils sont la synthèse de tout ce que nous avons exploré, la clé pour passer de la théorie à une pratique transformatrice. Préparez-vous, car ce qui va suivre n'est pas juste un conseil, c'est une invitation à un changement irréversible. Nous y sommes. Nous y sommes. Le moment est venu de vous donner les outils concrets pour ancrer cette nouvelle réalité, car la compréhension seule ne suffit pas. Il faut l'action, la répétition, pour que cette souveraineté devienne une seconde nature. Voici la phrase ancre à faire vôtre, à murmurer, à ressentir, à incarner à chaque instant de doute. Je respire ma valeur. Mon espace attire le juste. Elle est courte, puissante, le contrepoint direct au principe du souffle retenu. Pour l'intégrer profondément, je vous propose le rituel du miroir intérieur. Un engagement de 21 jours. 1. L'affirmation quotidienne. Chaque matin, face au miroir, répétez 3 fois la phrase ancre. Sentez chaque mot. 2. La respiration consciente. 3 fois par jour, prenez 1 minute pour respirer profondément, vous rappelant que votre valeur est inébranlable. 3. Le choix délibéré. Face à l'incertitude, utilisez la règle des 3 secondes. Puis agissez en alignement avec votre valeur, non avec la peur. 4. Le carnet de souveraineté. Chaque soir,
Notez une petite victoire, un moment où vous n'avez pas retenu votre souffle. 5. Votre espace sacré. Maintenez votre rendez-vous avec vous-même au moins une fois par semaine. Si cette vidéo a viré une clé en vous, alors montrez votre soutien. Aimez-la, abonnez-vous à La Pensée de Freud, activez la cloche et partagez-la avec une personne spécifique qui en a besoin. Et maintenant, la question brûlante, que se passe-t-il lorsque celui qui s'était éloigné revient, attiré par cette nouvelle aura d'autonomie? Comment distinguer le véritable désir de la simple réactivation d'anciens schémas? C'est ce que nous explorerons dans notre prochaine vidéo, qui va apparaître sur votre écran. Quand il revient, discernez le désir de la compulsion. Et pour comprendre comment ces mêmes mécanismes freudiens de compulsion à la répétition se manifestent dans d'autres sphères de votre vie, vous poussant à reproduire les mêmes erreurs, ne manquez pas Briser le cycle, la fin de la compulsion à la répétition, qui apparaîtra